Alors, bonjour à tous. Euh, Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux autour de vos écrans pour la restitution de ce webinaire sur la recherche-action Corpus Prader. Cette recherche-action, elle est issue de constats du terrain et a mobilisé de nombreux partenaires du secteur associatif, médico-social et sanitaire. Nous avons œuvré ensemble avec la conviction que les situations problèmes ou les situations de crise n'appartiennent pas à un seul des acteurs ou à une seule des parties, mais que nous détenons chacun une ou plusieurs pièces du puzzle et qu'ensemble, nous pouvons construire des réponses. Prendre aussi le risque d'introduire du changement pour tenter de transformer une situation difficile. L'approche systémique, c'est ce qui a été favorisé, portant une attention à chacun et à chacune, et aussi offrant une écoute à l'ensemble des personnes et des membres du système. Des financements extérieurs ont été sollicités pour mener à bien ce projet. Alors, tout au long de cette recherche-action, l'équipe de l'ERHR Île-de-France a apporté son appui et partagé son expérience. Anne Boucher, référente de parcours, et Sophie Alla-Simone, responsable, ont été détachées de leur fonction à l'ERHR Île-de-France pour conduire cette recherche-action. Cette recherche-action a aussi été supervisée par Jean Briens, membre fondateur du réseau Far West, et évaluée par Anne-Olivier, sociologue. Tout au long de cette recherche-action, nous avons bénéficié d'un soutien sans faille de l'association Prader-Willi et aussi des centres de référence maladies rares, Prador, et maladies rares à expression psychiatrique. Moi, je suis Sophie Alla-Simone. Je suis responsable d'antenne à l'équipe Relais Handicap Rare d'Île-de-France. Et donc, j'ai porté la recherche-action portant sur l'accompagnement des personnes avec un syndrome de Prader-Willi pendant 2 ans, plus une année après d'exploitation des données. Et c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je partage avec vous les retours de ce travail. Et c'est l'équipe Relais Handicap Rare qui a en grande partie donc porté ce travail de recherche-action. Donc pour ceux qui connaissent pas les équipes Relais Handicap Rare, on est donc une équipe d'appui et de coordination créée en 2015 dans le cadre du plan Zéro sans solution avec l'idée de venir en soutien de handicaps pour lesquels il y a peu ou pas de ressources sur le territoire correspondant aux besoins spécifiques de ces handicaps. Et le syndrome de Prader-Willi fait donc partie des handicaps rares. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la continuité des parcours des personnes, quel que soit l'âge, et d'éviter les situations de rupture ou de venir en aide aux personnes en situation de rupture et avec un handicap rare, donc par différents moyens. Le syndrome de Prader-Willi, c'est effectivement une maladie génétique rare neurodéveloppementale dans laquelle on retrouve notamment des troubles du comportement alimentaire qui vont souvent avoir une place prépondérante puisque ce sont des personnes qui n'ont pas de sensation de satiété et qui de ce fait il y a un certain nombre de difficultés dans l'aménagement du quotidien puisque les stimulations alimentaires sont partout dans la vie quotidienne et qu'il va être assez difficile de les protéger de ces stimulations et qu'en tout cas, ça va demander un certain nombre d'aménagements. Et il y a un certain nombre d'autres troubles associés, des troubles somatiques, des troubles cognitifs et un certain nombre de troubles du comportement qui amènent toute la complexité de l'accompagnement de ce syndrome. Les répercussions donc, qui vont impacter la vie sociale, on va avoir donc la présence de troubles des habiletés sociales, des comportements ritualisés, la nécessité d'être sécurisé souvent par des repères stables, une difficulté à faire face aux changements ou aux imprévus, et en même temps une conscience aiguë et précoce de leurs différences avec, il n'est pas rare de trouver des personnes avec le syndrome de Prader-Willi qui aspirent à avoir une vie la plus normale possible et qui sont bien conscients de leurs différences et qui en même temps souhaiteraient
avoir la même vie que leurs frères, que leurs sœurs et que tout autre. Une grande labilité émotionnelle et une grande sensibilité qui les amène à percevoir aussi un certain nombre d'éléments de leur environnement, notamment sur le plan des émotions, à percevoir les émotions de leur environnement, les émotions des autres autour d'eux. Et c'est une vraie, voilà, c'est un élément important à prendre en compte dans un contexte où la gestion de leurs propres émotions est déjà difficile. Donc le fait de ressentir en plus de façon forte les émotions des autres autour d'eux et de leur environnement, c'est aussi une dimension qui est importante à prendre en compte et en tout cas qui a été très importante pendant toute cette recherche-action et pendant les accompagnements qu'on peut faire quotidiennement de personnes avec le syndrome de Prader-Willi, toute cette dimension des émotions. Donc, ce sont des personnes qui peuvent présenter une déficience intellectuelle de légère à modérée. Sur ce plan-là, on va avoir des profils de personnes très différents, puisqu'on a des personnes qui vont pouvoir être scolarisées en milieu ordinaire, par exemple, dans l'enfance, voire même parfois jusqu'au lycée. Et d'autres personnes qui vont plutôt être accueillies dans des instituts médico-éducatifs ou des structures pour personnes en situation de handicap. Donc cette absence de satiété dont j'ai déjà parlé précédemment, qui est un point très important puisqu'il conduit vraiment à une situation d'addiction alimentaire, à une incapacité à se retenir s'il y a de la nourriture à disposition et aussi y compris à se concentrer quand ils savent qu'il peut y avoir de la nourriture accessible quelque part. C'est vraiment quelque chose aussi qui est ressorti très fortement, cette difficulté de concentration et qu'il peut y avoir à partir du moment où, même si c'est dans un endroit où personne ne sait qu'il y a de la nourriture, souvent eux le perçoivent et ils savent mieux que nous quelles sont les stratégies et qui vont pouvoir mettre en œuvre pour y accéder. Et malheureusement, ça occupe en grande partie leur esprit. Donc avec tout ça associé à une perception très fine de leur environnement euh, et des comportements problèmes qui sont souvent malheureusement sur le devant de la scène dans le cadre des accompagnements des situations les plus complexes, puisque ces comportements problèmes qui peuvent se traduire par des blocages, par des accès de colère, peuvent également être un facteur conduisant aux ruptures de parcours ou à la fragilisation des parcours. Donc concernant le projet, il y a eu un constat au départ qui était qu'au niveau de l'équipe Relais Handicap Rare, donc dans le cadre des situations qu'on accompagnait dans notre rôle de coordinateur, puisqu'on n'est pas une structure qui accueille, hein, on est une structure d'appui, on avait de nombreux accompagnements, notamment de personnes avec un syndrome de Prader-Willi, pour lesquelles, malgré tout l'accompagnement qu'on pouvait offrir, on n'arrivait pas à éloigner le risque de rupture de parcours. Ce sont des situations qui pouvaient être accompagnées pendant plusieurs années sans qu'on arrive vraiment à éloigner ce risque et à stabiliser les situations. Donc c'est vrai qu'on s'est interrogé sur le fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qui manque pour pouvoir parvenir à une stabilisation de ces situations et à un apaisement des comportements problèmes dans ces situations qui permettent de retrouver un parcours apaisé et dans l'idéal sans rupture. Donc c'est vrai que ce sont en tout plus de 400 personnes concernées en Île-de-France par le syndrome de Prader-Willi. Au niveau de l'équipe Relais Handicap Rare d'Île-de-France, on connaît plus d'une centaine de personnes avec le syndrome de Prader-Willi. Et c'est vrai que cette forte complexité d'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui ressort régulièrement. Donc au niveau du projet de recherche, l'idée, il y a plusieurs dimensions. L'idée, c'était d'une part de pouvoir expérimenter sur le terrain, de vraiment partir de situations concrètes pour voir ce qu'on pouvait tenter de faire et voir si ça fonctionnait ou pas, et formaliser les pratiques qu'on a pu appeler pratiques remarquables, les pratiques qui peuvent démontrer un mieux-être, qui peuvent démontrer une amélioration
pour qu'elle puisse être diffusée, être utile à d'autres et pour cela pouvoir capitaliser des connaissances. Donc c'est vrai que on a pu voir qu'il y avait des professionnels qui avaient mis en place des choses à leur échelle dans une structure, dans un voilà, de façon isolée, sans qu'il n'ait le temps ou la possibilité de les diffuser. Et en même temps, ces pratiques-là nous semblaient vraiment très importantes qu'elles puissent être diffusées au maximum pour servir à d'autres. Et en même temps, l'idée, c'était aussi de pouvoir identifier donc ces facteurs de réussite de l'accompagnement. Alors, de l'accompagnement par les professionnels du médico-social, par les professionnels, parfois on a travaillé aussi avec l'éducation nationale, avec des services d'aide à la personne, tous les professionnels qui pouvaient être là, avec les familles également, on a beaucoup travaillé et identifier les facteurs de réussite d'un accompagnement, mais aussi modéliser un accompagnement en coordination qu'on a appelé coordination renforcée, puisque dans les moments difficiles qui sont traversés, il y avait cette nécessité qu'il y ait un professionnel extérieur. Donc ce poste a été occupé par le chargé de recherche, mais il y avait vraiment ce besoin de coordination, d'une coordination renforcée et pouvoir modéliser ce type d'accompagnement qui, comme je le disais tout à l'heure, est au-delà de ce qu'on peut faire habituellement à l'équipe Relais Handicap Rare. Et puis pour que ce modèle puisse être déployé, puisse être dupliqué, il était aussi nécessaire de pouvoir circonscrire un profil de poste pour pouvoir pratiquer cette coordination renforcée. Mettre en place ce dispositif de coordination renforcée dont on a pu proposer une modélisation. Donc c'était à la fois être sur le terrain et en même temps avoir toute cette dimension de ce qui va servir aux professionnels sur le terrain, mais aussi dans le cadre de la coordination, quelle coordination on va pouvoir proposer. Donc on est parti d'un cadre théorique basé sur une approche systémique et sur l'autodétermination également, qui ont été vraiment les deux éléments phares du cadre théorique retenu. Au niveau de la méthodologie, donc on est vraiment sur une approche qualitative, pas du tout, ce n'est pas une approche quantitative. L'idée, c'était vraiment de pouvoir qualifier un modèle avec des clés et des leviers. Une démarche participative, on a été au plus près des familles, des personnes concernées, des professionnels qui ont accepté de venir avec nous dans la mise en place d'un accompagnement pour des personnes qui étaient souvent en rupture de parcours, avec donc une méthode inductive et itérative, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti des expérimentations faites sur le terrain et avec des temps d'échange et de réflexion importants pour pouvoir réadapter, revoir, faire autrement, réessayer autrement et faire des allers-retours comme ça entre la théorie et la pratique, on va dire, entre ces temps réflexifs et cette pratique de terrain. Tout ça dans une logique forte de co-construction. Voilà, l'idée c'était vraiment que personne se retrouve seul face à ces accompagnements dont on sait qu'ils sont facteurs d'épuisement pour tous. Voilà. Donc au niveau des grandes étapes de la recherche-action, donc c'est une recherche-action qui a commencé en octobre 2020 et qui a duré donc 2 ans jusqu'en septembre 2022 sur le territoire de l'Île-de-France, donc qui comprend 8 départements, avec donc au départ l'élaboration et l'ajustement des outils. Il y a eu un certain nombre d'outils à mettre en place pour pouvoir ensuite donner un caractère scientifique à cette recherche-action, avoir des items pour pouvoir établir des résultats ensuite. Réfléchir aux inclusions, travailler les inclusions. Chaque personne a été rencontrée longuement pour lui expliquer ce qu'était la recherche-action, les personnes concernées, les familles, faire le maximum pour qu'elles comprennent bien ce que c'était que ce dispositif de recherche-action et qu'elles puissent donner un consentement à participer à cette recherche-action en ayant une compréhension la plus claire possible de ce que c'était. Ça a parfois demandé plusieurs entretiens assez longs pour pouvoir répondre aux questions et expliquer le plus clairement possible.
Donc, il y a eu un certain nombre de rencontres individuelles qui ont notamment permis d'établir la relation de confiance, d'établir un lien, d'établir une légitimité aussi pour le coordonnateur, et puis la mise en place d'accompagnements alternatifs pour notamment les personnes qui étaient en rupture de parcours ou en risque de rupture, que ce soit sous forme de répit, sous forme de service d'aide à la personne, d'accueil temporaire pour beaucoup, qui ont permis donc d'entrevoir des perspectives et des possibilités pour des personnes pour lesquelles il n'était pas forcément évident d'avoir des perspectives compte tenu de la rupture. Donc, quand on a pu mettre en place un certain nombre de personnes autour, voilà, de professionnels, notamment autour de ces situations, il y a eu tout un soutien apporté aux structures avec des temps d'appui aux pratiques, une analyse des résultats et l'anticipation donc du retrait de la recherche-action, puisque c'est vrai qu'il y a eu un accompagnement intensif pendant 2 ans et qu'il était important d'anticiper le fait que l'intensité de cet accompagnement allait nettement diminuer, même si aujourd'hui la plupart des personnes sont encore accompagnées de près ou de loin par l'équipe relais, mais plus avec les mêmes modalités. Donc, pour déterminer les bénéficiaires de la recherche-action, on a mis en place des critères d'inclusion. L'idée, c'était surtout l'idée de la transition, qui est un moment qui a été vraiment identifié comme étant un moment de complexité. Donc, cette transition qui amène du changement et qui est donc difficile de ce fait, que ce soit dans le cadre d'un projet professionnel, d'une transition de l'adolescence vers l'âge adulte ou bien d'une orientation vers un établissement médico-social. Toutes les personnes incluses avaient donc 18 ans révolus, un projet en lien avec une des thématiques, des 3 thématiques dont je viens de vous parler, en risque de rupture de parcours ou en rupture de parcours, avec des troubles alimentaires majeurs, des comportements défis et pour certains des retentissements psychiatriques. Donc, il y a 15 personnes qui ont été incluses au départ, au début de la recherche-action. Donc, il y a eu des outils mis en place au service de l'évaluation avec donc des critères et des indicateurs basés sur les recommandations de l'HAS, sur la coordination de parcours et sur l'engagement des usagers, la nomenclature Séraphin-PH et le PNDS du syndrome de Prader-Willi qui a été mis à jour en 2021. Il y a des carnets de bord qui ont été définis, structurés pour permettre de renseigner les indicateurs au cours des différents entretiens et entretiens téléphoniques. Et il y a donc 2 focus group qui ont été réalisés pour les familles et pour les proches et un autre qui réunissait des professionnels. Donc, je vais continuer avec donc l'analyse et les résultats de la recherche-action. Donc, c'est vrai qu'on a pu aboutir à la modélisation d'un dispositif qu'on a appelé donc un dispositif de coordination renforcée, où en fait on a constaté que ce qui avait apporté des résultats. Alors c'est vrai que là l'idée c'est vraiment d'apporter un maximum de leviers, de clés, de choses qui ont fonctionné pendant la recherche-action. Alors bien sûr ce sera pas voilà, je vais pas pouvoir tout dire. Il y a eu énormément de données, énormément de choses pendant ces 2 années de recherche-action. Mais en tout cas, voilà, on a pu analyser ce qui avait été positif et notamment, c'est vraiment passé par l'imbrication de l'accompagnement à la fois de la personne, ses proches et en même temps de l'environnement. Donc vraiment l'environnement au sens large du terme, hein, que ce soit les facteurs humains ou matériels qui vont entourer la personne, qui vont être susceptibles d'interagir avec elle de façon directe ou indirecte. Mais vraiment, il a été important d'être présent à la fois auprès de la personne et auprès de l'environnement, avec donc une évaluation des freins et des points forts propres à chaque situation. Donc, avec au niveau de la personne vraiment le soutien du processus d'autodétermination, l'évaluation des besoins propres à la personne sur laquelle on s'est basé pour soutenir aussi l'environnement, tenir compte de ces besoins-là propres à la personne pour pouvoir développer des connaissances, des compétences, élaborer des outils
travailler sur l'émergence du projet de la personne. Donc là, ça a été vraiment un point très important de travailler sur l'émergence du projet de la personne avec la prise en compte en même temps de l'environnement, puisque on va le voir après, mais c'est vrai que les souhaits de la personne et ses projets ne voilà, lui sont propres et ne sont pas toujours en accord avec les possibilités de l'environnement ou les souhaits des proches. La prise en compte des besoins des aidants, la prise en compte des ressources du territoire et des contraintes. Et puis donc en parallèle, travailler sur le développement d'une philosophie de la co-responsabilité qui a été très important vraiment dans cette façon de penser, ou de réfléchir ou quand ça va pas bien, quand les choses se passent pas comme on l'aurait souhaité, de mettre de côté le fait de chercher qui n'a pas bien fait, la faute à qui si aujourd'hui on a des situations de crise, mais vraiment pour réfléchir à comment on a fait, comment on aurait pu faire autrement et pouvoir vraiment se décaler de cette recherche de responsabilité, mais plutôt de porter une co-responsabilité tous ensemble. Et puis donc évaluer aussi les besoins et les contraintes de l'environnement, que ce soit les proches, que ce soit les structures médico-sociales, les professionnels qui ont été présents dans les accompagnements. Donc vraiment pouvoir aussi tenir compte euh, de de tout cet environnement et pour cela, on a fait aussi un travail avec les professionnels de direction, avec les cadres des structures médico-sociales. Ça a amené aussi à des temps de réflexion alors à la fois sur les aménagements, mais aussi sur les postures professionnelles, avec une réflexion sur les pratiques, et tout ça en lien très étroit, l'un n'allant pas sans l'autre. Donc c'est vrai qu'au niveau des contraintes et des leviers, il y a eu un certain nombre d'enjeux divergents, hein, puisque parfois les politiques publiques locales, par exemple, n'allaient pas forcément dans le même sens que le projet du jeune, avec des sectorisations, par exemple, pour pouvoir intégrer telle ou telle structure médico-sociale. Euh, les ressources du territoire dont il faut aussi tenir compte, hein, qui est un élément qui va venir comme un élément de réalité. La réalité des établissements médico-sociaux avec des situations de sous-effectifs, des situations de turnover, les besoins des professionnels, que ce soit en développement de compétences ou de connaissances du syndrome et des besoins spécifiques. L'environnement de la personne et ses besoins aussi, puisque c'est vrai qu'on a un certain nombre de personnes qui, quand on a commencé à travailler sur le projet, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des divergences entre les souhaits de la personne et puis les possibilités de l'environnement. Les contraintes liées au syndrome, puisque c'est vrai que dans le cadre du syndrome de Prader-Willi, on a dû aussi repenser parfois les projets en tenant compte des contraintes qui sont inhérentes aux répercussions et au retentissement, pardon, du syndrome. Et puis la prise en compte des besoins des aidants qui est aussi très importante pour ces accompagnements. Donc on a dû prendre en compte vraiment tous ces différents enjeux dans les accompagnements qui ont été faits et l'un ne va pas sans l'autre, hein. Comme je disais, c'est vrai que l'accompagnement de la personne ne peut pas aller sans l'accompagnement de l'environnement. On a eu vraiment ce besoin d'une intrication étroite entre l'accompagnement de la personne et l'accompagnement de l'environnement. Je vais faire un focus sur l'accompagnement de l'autodétermination, puisque c'est vrai que ça a été vraiment une philosophie de pensée et d'accompagnement. Ça a vraiment demandé de chausser une nouvelle paire de lunettes pour regarder les situations différemment, pour analyser les situations différemment et se décaler de la façon dont on pouvait faire habituellement avec une vraie philosophie de pensée. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de constamment réfléchir à comment on va pouvoir offrir à la personne
les conditions, les outils pour lui permettre d'être associé à la résolution des problématiques qui sont rencontrées, à l'associer à la recherche d'issues aux problématiques. Euh, et puis, ça pose aussi la question du regard qu'on va porter sur la personne, puisque ben, ça veut dire qu'à un moment donné, quelle que soit la situation, quels que soient les comportements problèmes, on va être face au fait de considérer la personne comme étant en capacité de prendre part aux échanges, comme étant en capacité d'être associée aux choix qui vont la concerner. Et ça a été aussi un élément très important. Alors c'est vrai que la première fois qu'on a un jeune homme qui est venu assister au groupe opérationnel de synthèse, qui se déroulait en visio avec l'ARS, la MDPH, qui est resté pendant presque 2 heures de bout en bout à écouter, à participer, qui d'ailleurs à la fin de son groupe opérationnel de synthèse a écrit une lettre à l'ARS. Ça a déstabilisé tout le monde. Autant vous dire qu'on a reçu un certain nombre de mails et d'appels suite à ce groupe opérationnel de synthèse parce que ben, c'est vrai que on avait fait un long travail avec ce jeune auparavant, hein, sur son projet, sur ses souhaits, sur le fait de l'aider à exprimer ses souhaits et ses projets. Et il s'en est saisi de façon assez forte. Et c'est vrai que ben, ça a un peu déstabilisé tout le monde au départ, euh, parce que ça amène quand même à se repositionner et à se décaler bien souvent des pratiques habituelles. Ça a été une vraie clé. Alors c'est vrai que, comme je disais, il y a eu un long travail aussi de lien, d'accompagnement du processus d'autodétermination. Euh, les rencontres, notamment au départ, ont permis de tisser des liens avec la personne accompagnée, de travailler sur la confiance aussi et l'écoute. Et puis, ça a été vraiment une des clés qui a permis euh, de voir les premiers déblocages de certaines situations avec cette écoute de la parole de la personne et la place de la parole de la personne. Voilà, donc je vous partage un dessin sur l'autodétermination que je trouve très, très intéressant, qui est vraiment issu hein, des résultats de la recherche-action. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'autodétermination, alors nous, on a beaucoup discuté avec les professionnels et puis bah, les retours qu'on a eus, c'était bah, de toute façon, l'autodétermination, on en fait tous les jours, effectivement, c'est très présent dans nos pratiques, etc. Sauf que c'est vrai que quand on a commencé à se pencher vraiment sur ce processus d'autodétermination, ben, on a trouvé ça quand même très difficile. On a trouvé ça très difficile et notamment parce que ça nécessitait quand même un certain nombre de préalables, enfin prendre en compte un certain nombre d'éléments et notamment ben, cette difficulté déjà au départ d'élaboration et de verbalisation. C'est vrai que ça a été un long travail pour des personnes qui ont une histoire de rupture de parcours, qui ont vécu des choses difficiles, d'être déjà en mesure de pouvoir élaborer sa pensée et de pouvoir verbaliser ses souhaits. Donc, cette première étape a quand même déjà été importante. Et puis travailler toute cette capacité de projection, de rétablir une capacité de projection pour des personnes pour lesquelles il y a eu souvent donc des moments difficiles avec des fins d'accompagnement, des fins de prise en charge dans certaines structures qui sont souvent pas bien terminées. Donc cette capacité de projection, quand il n'y a pas de structure, quand il n'y a pas d'accompagnement en place, elle n'est pas forcément facile. Et puis, ça demande aussi de travailler sur le fait de pouvoir prendre conscience de ses propres besoins. Parce que quand la personne commence à élaborer sa pensée, à verbaliser ses souhaits,
à se projeter, ben, c'est vrai qu'il y a aussi ce principe de réalité, de pouvoir prendre conscience de ses propres besoins et qui était aussi un travail important dans le cadre de cette autodétermination, de favoriser cette prise de conscience. La capacité également à considérer les conséquences de ses choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va écouter la personne, où on va considérer son projet et l'accompagner dans ses souhaits, ça veut dire que dans les choix qui vont être faits, il va y avoir des retentissements liés aux choix qui seront faits et cette anticipation-là, elle n'est pas forcément possible de premier abord, mais c'est quelque chose qui s'accompagne également de pouvoir aider la personne à considérer les conséquences de ses choix. Et puis, donc, comme je le disais précédemment, il y a vraiment une réalité du quotidien, une réalité des besoins des proches, une réalité du territoire qui vont faire que il va y avoir les souhaits qui vont être exprimés, il y a des choses qui vont pas pouvoir être forcément réalisables du fait de cette réalité-là. Donc, il y a aussi toute cette capacité à faire face à une réalité qui va être en décalage avec ses souhaits, qui est un vrai accompagnement qu'il a fallu faire pour soutenir la personne dans le fait de faire face à cette réalité-là. Et puis, tout le travail donc, sur la capacité d'adaptation. Alors, c'est vrai que nous, au début de la recherche-action, on était parti du principe que de toute façon, il y avait quand même une forme de rigidité de la pensée liée au syndrome et qu'il y avait des choses sur lesquelles on pourrait pas revenir. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, pour beaucoup, on a eu un vrai assouplissement de la pensée, un vrai assouplissement qui nous a nous-mêmes surpris puisque on ne s'attendait pas, mais d'où aussi tout cet accompagnement qu'on a rajouté des capacités d'adaptation qui, même si du fait du syndrome, on sait que ça ne sera pas forcément évident, en tout cas, c'est aussi quelque chose qui est à accompagner. Et puis, dans le cadre de l'autodétermination, pour que la personne puisse faire des choix, il va aussi falloir alimenter ce processus d'autodétermination. Pour l'alimenter, ça implique aussi de donner à la personne la possibilité d'expérimenter des choses, la possibilité de découvrir les possibles. Puisque si on commence à donner des choix à des personnes qui finalement n'ont pas la possibilité de savoir ce qui existe, de découvrir ce qui est possible, d'expérimenter, ce n'est pas réellement lui donner la possibilité de faire des choix. Donc ce processus d'autodétermination, il nécessite de s'alimenter par le fait de permettre à la personne de découvrir les possibles. Et c'est vrai que face aux situations qui ont été incluses, qui ont été des situations pour lesquelles il y avait un certain nombre de comportements problèmes, tout cela n'a pas forcément été tous les jours très simple, mais en tout cas un gros travail qui a vraiment été une clé importante. Mais ça représente aussi un travail important et c'est important de le souligner. Donc ça me semblait important de vous parler de cette diapo qui est l'idée est issue donc du webinaire de Robin Bastien qui est orthopédagogue en Belgique et qui a beaucoup travaillé sur l'autodétermination et en fait qui explique que face à des troubles du comportement et en plus à un syndrome qui amène à des difficultés d'adaptation, on va avoir tendance à observer une résistance de la mise en place du processus d'autodétermination et que cette résistance, finalement, entraîne un manque de choix dans l'environnement et va favoriser le maintien de comportements en problème et
et en même temps, voilà, une forme de cercle vicieux, et que le fait de pouvoir introduire le processus d'autodétermination favorise donc les choix dans l'environnement et une diminution des troubles du comportement. Donc ça, c'est des choses qui sont issues de ces travaux. Et c'est vrai que alors la mise en place du processus d'autodétermination n'est pas forcément miraculeuse, même si on a eu souvent des retours très positifs des professionnels avec lesquels on a travaillé. Ça ne présume pas d'un effet immédiat, mais en tout cas, on a pu voir sur les situations accompagnées dans le cadre de la recherche-action que ça avait souvent porté des fruits positifs et été un levier important. Alors, dans le cadre de ces accompagnements, on a pu nous-mêmes faire face à un écueil de cette démarche, qui est que finalement, donc la différence entre faire un choix, qui va être quelque chose finalement d'assez intuitif, le fait de permettre à la personne de prendre des décisions, donc un choix qui suppose un choix éclairé, de faire l'expérience des options pour pouvoir décider voilà, entre plusieurs possibilités expérimentées. Et puis, il y a aussi le fait de proposer à une personne des alternatives entre différentes possibilités, alors qu'elle a pu expérimenter pour certaines situations, mais finalement dont aucune n'est complètement satisfaisante pour la personne. Et dans ces cas-là, on va plus parler de dilemme, de confronter la personne à un dilemme. Et c'est vrai que, y compris dans le cadre de ces 2 années de recherche-action, hein, c'est vraiment une réflexion qui m'a semblé très, très parlante parce que à plusieurs reprises, on a pu se rendre compte que dans le cadre de ce processus d'autodétermination, finalement, parmi les choix qu'on pouvait proposer à la personne, aucune n'était vraiment une alternative qui la satisfaisait. Mais en même temps, on avait quand même le sentiment de lui laisser le choix et qu'on était dans cette démarche d'autodétermination. Donc, on a été amené à créer un certain nombre d'outils pendant l'accompagnement. Euh, donc, basé systématiquement sur des temps réflexifs avec les professionnels inclus effectivement au même titre que les personnes. Dans le cadre de cette recherche-action, les professionnels qui ont accepté de venir auprès de nous dans les accompagnements de ces personnes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps et je remercie encore les directions et les cadres qui ont offert ce temps aussi aux équipes ça a permis vraiment de donner du sens aux actions, de donner du sens aux outils qui étaient créés et en même temps, donc, au niveau de la recherche-action, il y a eu une grande disponibilité du coordonnateur de dispositifs renforcés, alors en l'occurrence du chargé de recherche là, mais c'est vrai que cette disponibilité a été aussi très importante. C'est vrai qu'à partir du moment où une équipe a pu se rendre disponible pour accueillir en accueil temporaire une personne dont les comportements problèmes étaient quand même assez difficiles à accompagner, il a été parfois nécessaire qu'on se déplace assez fréquemment sur place pour prendre ces temps d'échange et pour pouvoir ajuster les accompagnements. Donc, on a été amené donc à faire une grille d'évaluation GEVA compatible. Donc, les grilles GEVA sont les grilles qui sont utilisées en interne dans les MDPH. Donc, l'idée de faire cette grille d'évaluation qu'on a appelée GEVA compatible, c'était qu'elle puisse servir pour une évaluation plus fine de la situation, notamment dans le cadre des décisions qui pouvaient être prises par les MDPH, notamment pour la mise en place des PCH ou d'orientation adaptée. Voilà, donc ces évaluations ont finalement pu servir beaucoup plus que ce qu'on avait pu penser au départ, puisqu'elles ont été vraiment un support important dans le cadre notamment des orientations, de la préparation des admissions et des accueils. Donc, les temps de sensibilisation qui ont été proposés donc aux professionnels, que ce soit les services d'aide à la personne ou les professionnels des structures médico-sociales, qui ont été vraiment des temps importants où il y a non seulement un apport de connaissances, mais aussi beaucoup d'échanges,
Donc, comme nous le disons à chaque fois, c'est vrai qu'on ne vient pas avec des solutions. On vient vraiment pour... bien évidemment, il y a la connaissance du syndrome de Prader-Willi, la connaissance de ses retentissements, l'expérience des autres situations accompagnées sur tout le territoire d'Île-de-France. Mais en même temps, ce qui va compter, c'est de pouvoir s'adapter au lieu dans lequel on est, aux modalités d'accompagnement proposées par le service auprès duquel on intervient, et puis à leur réalité, la réalité du terrain, et en même temps à la situation accompagnée. Donc voilà, c'est vraiment des temps d'échange, des temps de réflexion, donc où au-delà de l'apport théorique, on demande vraiment aux personnes, aux professionnels euh, voilà, de pouvoir avoir une réflexion et notamment sur tout ce qui est mise en place d'outils, réflexion sur les aménagements pratiques, réflexion sur les postures professionnelles, etc. Donc, on a mis en place, ça a été vraiment créé dans le cadre de la recherche-action, des appuis aux pratiques, puisqu'on s'est rendu compte qu'après les temps de sensibilisation, il y avait besoin de revenir rencontrer les équipes, revenir pour rediscuter après coup. Bah voilà, on a essayé de mettre en place ça, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez face à telle situation? On s'interroge, est-ce que voilà, quel outil on pourrait mettre en place, etc. Donc, on a pu retourner rencontrer les équipes ou bien refaire des visios après coup pour reprendre des temps d'échange. Et ces temps ont été très précieux pour permettre d'adapter au fil du temps et de parvenir à des apaisements. Et puis, donc, le développement d'outils du quotidien, donc que ce soit la mise en place d'emploi du temps, la mise en place euh, de fiches de recueil des habitudes de vie également, donc pour pouvoir diffuser les besoins de la personne dans son quotidien avec des pictos, on a un jeune homme qui lors d'un entretien en prévision d'une possible admission en accueil temporaire est venu avec sa fiche d'habitude de vie pour pouvoir parler pendant son entretien de ses besoins. Donc, c'est vraiment, les outils ont été mis à disposition et ensuite on a pu observer comment ils pouvaient être utilisés. Et ils ont été créés hein, avec les professionnels, avec les équipes. C'est vrai que toutes les idées étaient bonnes à prendre et on a vraiment co-construit avec les professionnels. Donc, un certain nombre d'outils avec l'idée du sens qu'on leur donne. C'est vrai qu'on était vraiment, c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que, bien évidemment, faire des emplois du temps, beaucoup en font. Après, le temps qu'on a pu prendre pour réfléchir au sens que ça pouvait prendre d'inscrire ou de ne pas inscrire tel ou tel élément dans l'emploi du temps, qu'est-ce qui va être un repère fiable, enfin, tous ces temps de réflexion, on a pu vraiment voir le sens que ça pouvait donner aux outils qui étaient créés. Alors donc voilà, je vous ai mis quelques illustrations graphiques. Donc en termes d'appui aux pratiques, notamment, il y a eu un certain nombre de réflexions sur les postures professionnelles avec des professionnels qui se sont interrogés sur leur façon d'être, sur ce qu'ils pouvaient communiquer aussi aux personnes. Et ça a été vraiment d'une grande richesse, toute cette remise en question, la souplesse dont ils ont pu faire preuve et c'est vrai qu'on a pu, ça a vraiment été au service des accompagnements de faire ces temps de réflexion sur la posture, sur ce qu'on peut renvoyer face à des jeunes qui, quand ils arrivent, ressentent assez finement les émotions des professionnels, euh, ce qu'ils ressentent, etc. Donc, ça a amené aussi un certain nombre de professionnels à travailler avec leurs propres émotions, à eux-mêmes mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient pour favoriser l'apaisement de la personne.
Donc, cette illustration, pour ce qu'on a appelé la posture de naïveté, alors c'est vrai que c'est un mot sur lequel je me suis longtemps interrogée. Et puis, il y a une maman avec qui j'ai échangé de ces éléments qui me dit, mais si, mais je trouve que c'est un mot qui parle bien, la naïveté, alors pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accepter tout ce qui est amené, de pouvoir accepter toutes les idées, que ce soit avec les professionnels. euh, Comme je disais tout à l'heure, toutes les idées sont bonnes à prendre et à écouter, mais aussi et surtout avec les jeunes. C'est-à-dire que quelles que soient leurs idées, quels que soient leurs projets, quels que soient leurs souhaits, l'idée c'est d'accepter et après de travailler avec. Alors bien évidemment, on va être sur des choses qui vont être parfois en décalage avec la réalité, qui vont amener un certain nombre d'interrogations. Est-ce que finalement à écouter leurs souhaits, est-ce qu'on va pas les mettre en échec, hein? C'est une question qui s'est posée de façon récurrente. Est-ce que, est-ce que finalement c'est une bonne idée d'être à l'écoute de leurs souhaits et de les laisser verbaliser tout ce qu'ils souhaitent, alors qu'on peut penser que ça peut conduire à une situation d'échec. Alors nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'au final, on a été sur une expérience. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui ont eu un certain nombre de souhaits qui n'ont pas été, qui ne se sont pas concrétisés dans la réalité, mais qui ont été vraiment un appui pour l'élaboration, pour la co-élaboration du projet, qui ont été vraiment une base. Et à partir du moment où on pouvait entendre que finalement, ben, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est passer leur permis de conduire, c'est voilà, vivre dans un appartement tout seul, et ben, à partir du moment où on a pu accepter leurs propositions et retravailler à partir de leurs propositions, ben, on s'est rendu compte que ça ouvrait le dialogue, et que ça permettait un cheminement et que ça leur permettait aussi d'avancer dans ce cheminement et pour que finalement, à la fin, bah, d'eux-mêmes, ils puissent bien souvent arriver en disant, ah non, mais en fait, finalement, ça va pas être possible. C'était très important pour eux de s'en rendre compte par eux-mêmes et que ce soit pas nous qui leur disions, mais non, mais c'est pas possible en fait, c'est pas ça la réalité. Et ce cheminement-là, il a été important. Alors c'est vrai il y a eu des résistances, hein, il y a eu des réticences, voilà, avec cette idée que finalement, est-ce qu'on est en train de leur donner toute liberté? Non, bien évidemment qu'il y a besoin de les protéger, qu'il y a une vraie vulnérabilité liée au syndrome de Prader-Willi et que l'idée n'est pas non plus de les laisser se mettre en danger, mais en tout cas d'accepter, d'écouter leurs paroles et d'accepter leurs propositions comme faisant partie du puzzle. Voilà, comme faisant partie euh, de, de l'élaboration du projet. Et dans le cadre de l'élaboration d'un projet, bah, effectivement, il y a un certain nombre d'idées. Certaines vont aboutir et puis d'autres finalement n'aboutiront pas. Mais comme tout un chacun, parfois on a des envies et puis finalement on se rend compte que, que c'était pas forcément réaliste. Et ça, ça a été vraiment important de pouvoir changer de posture. Nous, on sait pas. Nous, on sait pas ce qui va être bon pour toi. Mais on va construire ensemble un projet et en acceptant d'écouter ce que tu as à dire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu toute cette problématique de temporalité, hein, qui a été vraiment une question tout au long de la recherche-action. On a d'ailleurs bah, des personnes qui ont quitté la recherche-action parce que finalement, c'était pas forcément la bonne temporalité. C'était pas le moment. C'était pas, tout le monde n'est pas prêt dans les starting blocks parce qu'une recherche-action commence à travailler sur son projet, etc. Donc, ben, on a dû entendre aussi régulièrement
les différentes temporalités, les temporalités des administrations, les temporalités des jeunes, les temporalités des familles, les temporalités de tous. Et c'est vrai que c'est un facteur incontournable et qui peut aussi parfois expliquer que les choses se passent pas forcément comme on le pensait. Parce que très souvent, on a pu aller un peu plus vite que les personnes, un peu plus vite que la machine, et se rendre compte qu'en fait, peut-être qu'il y avait aussi besoin de temps. C'est vrai qu'il y a des situations extrêmement compliquées où on aurait envie que ça aille vite. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand je disais à la personne qui posait la question des accueils pérennes, euh, parfois les accueils temporaires ont été vraiment un outil indispensable, un outil important pour, euh, pour favoriser le fait de cheminer vers l'idée de pouvoir retourner vers un accueil pérenne en structure. Et y compris pour la personne qui parfois avait été presque sécurisée par le fait de savoir que c'était un accueil temporaire et qu'il n'y avait pas forcément d'engagement. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu surréaliste comme ça, mais c'est des choses qu'on a rencontrées. Et du coup, cette question de la temporalité du cheminement, elle est vraiment importante à avoir en tête. Donc j'ai mis un exemple d'outil. C'est vrai que on en a fait un certain nombre. C'est vrai on a été amené à utiliser un certain nombre de fois les contrats comme levier. Alors c'est vrai qu'il y a à la fois une clarification de la pensée. Le fait de passer par l'écrit a été très important. Ça a été vraiment le papier, le stylo, notre outil du quotidien dans tous nos déplacements et dans toutes les situations, notamment pour mettre du tiers aussi dans les échanges, pour favoriser la clarification, parce qu'aussi le stylo, on l'a en main, mais on peut aussi le passer à tout le monde et le passer aux jeunes pour lui permettre de griffonner aussi sur le papier. Et c'est vrai que le fait de clarifier par un contrat, le fait de mettre par écrit, c'est vraiment quelque chose de très important, notamment avec le syndrome de Prader-Willi, puisqu'il y a quand même cette notion de hiérarchie et de voilà, la formalisation est importante. Et ça permettait aussi à la personne de se rendre compte de l'investissement des autres. Parce que le contrat, ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui prennent des engagements pour la personne. C'est pas juste la personne qui prend des engagements, mais c'était vraiment important. On avait parfois 4, 5 signataires de contrat sur le contrat et ça permettait aussi à la personne de visualiser l'investissement, l'implication des personnes qui étaient autour, hein, des professionnels, des familles, pour favoriser le fait de parvenir à un apaisement. Et ça apporte aussi une dimension sécurisante et un document auquel se reporter quand c'est nécessaire et notamment quand il y a besoin de se souvenir, d'être sûr que ce qu'on a dit, c'est ça et c'est pas autre chose. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes se reportaient aussi au contrat et pouvaient aussi nous dire, mais vous vous souvenez, c'est ça qu'on avait convenu. Euh, donc voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu donc du coordonnateur de dispositifs renforcés. Alors, on a essayé de réfléchir à finalement qu'est-ce qu'on fait nous, donc en tant que chargé de recherche, c'est quoi ce travail qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait de différent, qu'est-ce qu'on fait de plus que dans une coordination habituelle, qu'est-ce qui est important pour que ça marche. Quels vont être les besoins qui vont pouvoir ressortir dans le cadre de ce poste de coordonnateur de dispositifs renforcés. Donc, je vous laisse prendre connaissance de cette illustration graphique qui résume un petit peu les différentes missions du coordonnateur.
Donc c'est vrai qu'il y a il y a plusieurs missions puisque le coordonnateur va être à la fois, il va avoir à la fois une mission de contractualisation, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des liens qui s'établissent entre l'ensemble des acteurs, que ce soit la personne, la famille, les professionnels, euh, et de fédérer et de jusqu'à pouvoir amener un lien de coopération. Donc, comme je vous parlais de cette idée un peu de co-responsabilité entre les acteurs, c'est vrai qu'il y a toute cette mission de contractualisation qui va recouvrir cette mission de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des liens qui s'établissent et que les acteurs arrivent à coopérer ensemble, avec la nécessité aussi d'une mission d'impulsion pour favoriser la communication, favoriser les rencontres, les échanges, autant avec la personne qu'avec tous les acteurs. Et c'est vrai que c'est vraiment l'idée que c'est ensemble que nous allons expérimenter le comment nous allons pouvoir travailler ensemble. Donc il y a vraiment cette idée aussi de pouvoir impulser les échanges, les rencontres tout au long de l'accompagnement et faciliter la circulation de l'information, donc toute cette dimension d'animation de réseau. Bien sûr que ça nécessite une connaissance approfondie du syndrome et de ses retentissements, euh, mais ça ne suffit pas. Voilà, c'est vrai il y a cette, il y a vraiment eu besoin de construire une légitimité dans le cadre là du poste du chargé de recherche, hein, euh, et cette légitimité, elle est importante pour pouvoir travailler. Et puis, elle est aussi basée sur des liens de confiance, sur des liens de confiance autant avec la personne, avec la famille, avec les professionnels. Et ça nécessite effectivement des capacités de communication importantes et, euh, et de pouvoir voilà, manager de façon transversale l'ensemble des acteurs et tout en composant avec la temporalité. Donc là, on a pu voir qu'il y avait quand même une évolution, hein, des rôles du coordonnateur. Puisqu'à l'entrée dans le dispositif, pour beaucoup de situations, soit les professionnels, les proches, les personnes qui étaient dans l'accompagnement étaient soit en situation d'épuisement, euh, soit absentes. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment ce rôle de pouvoir être force de mobilisation, de motivation, pouvoir explorer les besoins, comprendre l'environnement pour pouvoir réussir à apporter des repères, à être garant d'un cadre sécurisant pour pouvoir faire système, pour pouvoir réussir à créer un collectif d'accompagnement autour de la personne. Donc ça nécessite aussi de pouvoir insuffler du positif, insuffler du possible dans des situations qui sont parfois dans des impasses. Et puis, une fois qu'on a réussi à mobiliser un certain nombre de professionnels autour de la situation ou bien à, à faire en sorte de créer ce collectif autour de la personne, eh ben, il y a aussi besoin, donc là, les rôles peuvent évoluer un petit peu, même si généralement ce besoin de mobilisation, de motivation, d'être garant d'un cadre sécurisant se poursuit, mais du coup, avec toute cette nécessité de régulièrement être dans la mise en lien, dans la circulation de l'information, euh, tout en veillant au respect de la parole de la personne et du processus d'autodétermination, dans un rôle vraiment de facilitateur. Voilà, facilitateur et en même temps, comme on le disait précédemment, de maintenir constamment un, un cadre sécurisant de l'accompagnement avec une présence, alors qui n'est pas toujours physique, mais une présence quand même tout au long de l'accompagnement. Euh,
Donc, on a beaucoup réfléchi sur la posture du coordonnateur de dispositifs renforcés, parce que c'est vrai que on était parfois attendu comme on va venir régler la situation. Euh, donc, on n'avait pas de baguette magique dans notre besace. Et c'est vrai que finalement, cette posture de non-sachant que j'écris là, c'est quelque chose qui a été très important, qui en même temps parfois a pu insécuriser dans ce qu'on a pu constater nous, et en même temps qui a permis que chacun prenne une place aussi. Euh, En tant que coordonnateur, on ne sait pas, on n'a pas les solutions, mais on vient vraiment dans ce rôle de facilitateur, voilà, dans ce rôle de veiller un petit peu à tout ce que je viens d'énoncer, au respect de la parole de la personne, avec vraiment cette idée que l'expertise, pardon, elle est collective. L'expertise, elle se construit dans le collectif. Alors, bien évidemment, avec l'appui de l'expertise des familles, de l'expertise des personnes, mais c'est ensemble qu'on va vraiment construire l'expertise dans cette situation à proprement parler. Et c'est vrai que je parlais d'une présence qui n'est pas toujours physique. C'est vrai que la présence du coordonnateur de dispositif, elle a été très importante pour sécuriser l'accompagnement. Et en même temps, mais c'est vrai qu'au début de la recherche-action, donc c'est Anne Boucher qui était chargée de recherche et elle a été très, très présente physiquement. Euh, c'est énormément déplacé et puis il s'est trouvé que elle a été en arrêt et quand on a pris le relais au niveau de l'équipe relais et moi-même quand j'ai pris le relais de chargée de recherche, j'avais pas la possibilité d'être autant présente sur le terrain. Alors ça n'a pas été sans appréhension, hein. On a appris en marchant vraiment tout au long de cette recherche-action et finalement on s'est rendu compte que pour beaucoup, le retour qu'on nous a fait, c'est mais de toute façon, on sait que vous êtes là. Et finalement, cette présence psychique, l'idée que de toute façon, on sait que le coordonnateur de dispositif, il est là, que si on a besoin, on peut le contacter, que finalement était aussi important et aussi aidant qu'une présence physique qui n'était pas toujours nécessaire finalement, ou en tout cas dont on pouvait, voilà, on pouvait aussi composer autrement et c'est vrai que par contre, cette idée de présence psychique a été vraiment très importante. Ça a été vraiment un fil rouge dans le cadre de ces accompagnements, c'est-à-dire que ce sentiment qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, un peu comme voilà, un peu comme un garde-fou qui est présent tout au long de cet accompagnement, que ce soit pour le jeune, que ce soit pour les familles, que ce soit pour les professionnels. C'est vrai que tous les jeunes accompagnés avaient le numéro de téléphone portable professionnel du coordonnateur du dispositif. Pour certains, c'était la première fois qu'ils avaient le numéro de téléphone d'un professionnel. Ils n'ont pas hésité à l'utiliser. Mais c'est vrai que cette idée, parfois, certains ont vraiment réussi à beaucoup moins téléphoner, mais avec l'idée que de toute façon, ils étaient sécurisés par le fait de savoir que s'ils avaient besoin, ils pouvaient appeler, etc. Donc c'est vrai que et ça a pu, dans le temps, avec la sécurisation qui s'installe, favoriser aussi l'apaisement, de savoir qu'il y a une possibilité. Et beaucoup de professionnels nous ont fait le retour que c'était important pour eux de savoir qu'on était là, qu'ils n'avaient pas forcément toujours besoin de nous, mais que, ils savaient que si jamais il y avait besoin, on pouvait venir, on pouvait voilà, répondre présent et qu'on chercherait une solution ensemble. Et puis donc cette idée vraiment de la pédagogie du doute hein, qui reprend un peu ce que j'ai déjà dit, mais cette idée que bah, nous, on ne sait pas, mais c'est ensemble, en écoutant la parole de tous, en écoutant la personne, en écoutant ses proches, en écoutant tout le monde, qu'on va pouvoir construire quelque chose. Euh, mais du coup, en remettant aussi régulièrement en question nos interprétations. Euh, et, euh, et ça, c'était important aussi, puisque
beaucoup de nos idées préconçues ont été remises en question pendant ces accompagnements. Donc l'un des rôles qui a pu être prépondérant pendant ces accompagnements, c'est aussi le rôle de médiateur, qui a été vraiment très important autour de différentes problématiques. Donc la problématique alimentaire, hein, qui est quand même qui est très présente, la gestion des comportements problèmes également, les désaccords sur le projet de la personne, et puis des désaccords également parfois sur les prescriptions médicamenteuses. Donc ça a été les 4 grands thèmes qui ont pu être, qui sont ressortis, voilà, qui ont pu être soulevés pendant cette recherche-action. En termes de médiation, on a été beaucoup appelés pour pouvoir faire médiation sur ces thématiques-là. Donc c'est vrai que le désaccord sur le projet de la personne, c'est un point qui est quand même assez important, qui est beaucoup ressorti avec le fait d'insuffler cette dynamique d'autodétermination. Quand la personne commence à s'exprimer, ça met en difficulté un certain nombre d'éléments de l'environnement, on va dire. C'est vrai que quand il y a un projet qui était déjà bien ficelé, bien abouti, et que finalement la personne revient en disant bah non, finalement, maintenant que j'ai discuté avec le chargé de recherche, c'est plus ça mon projet. C'est pas forcément évident, et c'est aussi des choses qu'il faut anticiper. Et, qu'on a appris aussi en le faisant, ce besoin d'anticiper le fait que quand la personne va s'exprimer, elle va parfois dire des choses qui vont mettre en difficulté l'environnement, qui vont mettre en difficulté les proches, et parfois les professionnels aussi. Donc on est sur un poste qui n'est pas forcément simple. C'est vrai qu'on a vraiment pu identifier un risque d'épuisement professionnel avec plusieurs facteurs. Alors, c'est vrai que j'ai mis ce dessin d'équilibriste parce que on est vraiment constamment entre le fait de pouvoir soulager les professionnels, les familles, face à une situation d'épuisement, face à une situation d'impasse qui est extrêmement douloureuse à vivre, et en même temps veiller à éviter le désengagement. C'est-à-dire que l'idée, c'était quand même que la coordination renforcée soit là pour un temps donné, et qu'il puisse y avoir aussi une fin à cette coordination renforcée et qu'il n'y en ait pas besoin de façon pérenne. Donc c'est aussi la nécessité de conserver l'engagement des professionnels, conserver l'engagement des familles, et d'éviter, parce que le coordonnateur de dispositifs renforcés arrive, d'éviter le désengagement. Donc c'est vrai que ça nécessite aussi d'être constamment dans un jeu d'équilibriste. Et puis, à la fois cette nécessité d'avoir une forme d'expertise, mais en même temps dans une posture de non-sachant, dans une posture où on accueille aussi toutes les expertises de la situation. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée d'être un peu catalyseur d'une co-construction d'hypothèses, d'être facilitateur. Ça amène aussi à être un peu sur un fil constamment. Et puis, donc, il y a aussi cette nécessité vraiment de tisser des liens de confiance, de tisser des liens assez forts avec les personnes, avec les familles, avec les professionnels, et en même temps de conserver aussi une vigilance quant à une recherche d'exclusivité. Alors, notamment dans la relation avec les personnes accompagnées, où il faut aussi constamment trouver la juste place pour nouer cette relation de confiance qui va permettre d'avancer dans la situation, qui va permettre de sécuriser la personne, qui va permettre l'élaboration de la pensée, la verbalisation du projet,
Et en même temps, c'est vrai qu'on est aussi face à des personnes qui vont souvent être dans une recherche de relations exclusives, qui vont voilà, avoir du mal à trouver la juste mesure dans cette relation. Donc, c'est aussi une vigilance à avoir. Et puis, c'est aussi pendant cette recherche-action, on a été très présent, que ce soit auprès des personnes, des familles, des professionnels, dans les structures. Et puis, et en même temps, on a dû avoir à l'idée constamment euh, que l'objectif, c'était quand même de pouvoir à un moment donné se retirer, qu'il y ait une autonomie à un moment donné, en tout cas qu'on puisse être moins présent et c'est aussi important de l'avoir en tête. Ça fait aussi partie des points qui sont pas forcément toujours confortables parce que ça demande d'être en réflexion permanente. Euh, et puis, c'est vrai que quand on est dans l'accompagnement des personnes avec le syndrome de Prader-Willi, on a aussi constamment en tête que la situation de crise pourrait être déclenchée par un changement, par un imprévu, par un rendez-vous qu'on ne peut pas honorer, par tout ça. Et voilà, nous sommes humains, nous aussi, et des imprévus existent aussi dans notre vie, dans la vie des coordonnateurs. Et c'est vrai que ça peut être une vraie pression, en tout cas dans le cadre de cette recherche-action, on a vraiment pu le ressentir, cette idée de se dire, nous, on mène un travail pour éviter les situations de crise, pour favoriser l'apaisement. On ne peut pas être facteur d'une situation de crise, c'est pas possible. Mais du coup, voilà, ça amène une cogitation permanente de notre propre posture, nos propres décisions, de ce qu'on va pouvoir faire, pas faire, avec cette idée en tête permanente euh, d'éviter les situations, de déclencher nous-mêmes des situations de crise et du coup, le sentiment de devoir parfois être un peu infaillible. Voilà, donc c'est aussi un élément important. Et puis vraiment, c'est ce besoin de travail collaboratif, hein, de co-responsabilité, et puis en même temps, la réalité du terrain qui fait que ce temps-là, ce temps réflexif, on l'a pas toujours, que travailler, prendre le temps d'élaborer en co-responsabilité, de mener un travail coopératif, et c'est pas toujours évident dans le contexte qui peut être le contexte des structures médico-sociales actuelles. Voilà, donc c'est avec tout ça qu'il faut composer et c'est aussi tout ça qui peut être facteur d'un risque d'épuisement pour le coordonnateur de dispositif et c'était vraiment un point de vigilance qu'on souhaitait soulever. Et puis, donc après, c'est vrai que, bien évidemment, comment anticiper les risques identifiés. Donc, d'une part, par la posture professionnelle, hein, avec l'appui de la pédagogie du doute, le fait de co-porter l'action en appartenant à une équipe. Au niveau de l'équipe relais, on a souvent fait référence à l'équipe. Euh, Même si à l'instant T, c'est moi, c'est une personne dédiée qui va aller à telle rencontre, etc. On a vraiment veillé à faire exister l'équipe dans notre langage, dans notre posture, à faire en sorte que les personnes, les familles, les professionnels ressentent bien que c'est toute une équipe qui est derrière et c'est pas une personne. Ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a pu porter ses fruits. On a vraiment pu constater qu'il y avait un investissement du coup au titre de l'équipe, une sécurisation aussi, à savoir que si moi, à un moment donné, je n'étais pas là, euh, on a pu constater que pour les personnes, pour les familles, pour les professionnels, c'est l'équipe relais qui est présente et si je ne suis pas là, quelqu'un pourra prendre le relais et tout ne s'arrête pas. Et voilà, donc c'est pas anxiogène et ça, c'est quelque chose d'important et qui permet aussi de soulager le professionnel qui est dédié sur ce poste-là.
de savoir que finalement, si demain j'ai un imprévu, j'ai une collègue qui peut prendre le relais et ça ne va pas occasionner de situation de crise parce que les choses auront été préparées, parce que tout au long du travail, j'ai pu faire exister mes collègues, mon équipe, ma direction dans le cadre des accompagnements. Donc, bien sûr, par des actions de prévention telles qu'une analyse continuelle des pratiques, hein, ça c'est aussi un point important. Et puis par la constitution d'un collectif d'accompagnement. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'essayer de porter à plusieurs les projets. On est sur des situations où quand on identifie qu'une structure ou qu'un professionnel reste trop seul dans l'accompagnement, le risque d'épuisement est vraiment majeur. Donc, on a vraiment tendance à insuffler cette idée de mise en place d'un collectif d'accompagnement autour des situations, coporté par plusieurs structures, par plusieurs professionnels, de plusieurs entités, pour éviter aussi ce risque d'épuisement professionnel. Au niveau du modèle d'accompagnement, c'est vrai que c'était important pour légitimer aussi ces besoins spécifiques, pour les faire exister, pour les rendre visibles, de définir un modèle d'accompagnement, de définir le temps qui était nécessaire à y passer, les tâches spécifiques, etc. Donc tout ça, ça a pu être défini dans un document qui est disponible, hein, qui a été travaillé par l'équipe Relais Handicap Rare d'Île-de-France. Donc, le niveau d'intervention, dispositif de coordination renforcée a pu être évalué, défini, à la fois du fait de la recherche-action, mais aussi en regard des autres niveaux et des modalités d'intervention au niveau de l'équipe Relais Handicap Rare. Donc, on a pu travailler sur la définition d'un niveau d'intervention spécifique pour les situations nécessitant une coordination renforcée. Et c'est un document qui est disponible pour ceux qui le souhaitent. L'évolution des personnes qui ont été accompagnées, pour simplifier un petit peu le fait de rendre compte rapidement des résultats, je suis partie sur deux critères qui sont le critère d'apaisement des situations, qui va traduire donc une diminution remarquée du nombre de situations problèmes et de leur criticité, ainsi qu'un apaisement visible de la personne, et le critère de stabilisation qui, lui, traduit la mise en place d'une solution alternative transitoire ou bien correspondant à la cible qui va perdurer dans le temps. Ils sont donc évalués sur la base d'un constat général et spontané de l'environnement de la personne, pour l'un comme pour l'autre. Concernant la stabilisation, il faut être clair que nous n'avons pas la main sur la création de places ou sur la libération de places en structure. Toutefois, on a vraiment pu constater un rétablissement de l'égalité des chances, je dirais, de pouvoir avoir une place en structure, dans la structure cible, par rapport au niveau de la recherche-action. Maintenant, on a des personnes on a d'ailleurs un jeune homme qui le dit très bien, qu'il est sur liste d'attente comme tout le monde, ce qui n'était pas le cas au début de la recherche-action, puisque c'est les troubles du comportement qu'il présentait faisaient qu'il n'était pas, que sa candidature n'était pas retenue pour les structures, donc pour son admission en structure. Donc à la fin de la recherche-action, donc c'était octobre 2022, donc il y a 3 personnes qui ont quitté la recherche-action au cours des 2 années. Donc notamment autour de problématiques liées à la temporalité. Il y a une personne qui a déménagé hors région, donc qui est sortie de la recherche-action, voilà. Une autre personne qui avait un projet de déménagement et qui du coup ne pouvait pas se concentrer sur un autre projet et n'a pas souhaité poursuivre la recherche-action.
une personne qui avait un projet de mariage et qui était difficile à soutenir à notre niveau et qui du coup a préféré quitter la recherche-action d'elle-même. Voilà. Donc sur la base des 12 personnes accompagnées, puisqu'on était sur 15 au départ, à la fin des 2 années, on avait donc eu 10 personnes qui étaient en situation stabilisée, donc avec soit une solution cible de trouver en termes d'accueil, soit des solutions alternatives mises en place de façon stable, et 8 personnes en situation apaisée. Alors c'est vrai que la notion d'apaisement, elle est quand même relative aussi aux événements de la vie, hein. Donc il y a vraiment des fluctuations qui peuvent être inhérentes aux événements de la vie, mais qui toutefois, y compris maintenant, 1 an après, n'ont pas conduit à de nouveaux risques de rupture de parcours, même si voilà, ces situations d'apaisement peuvent être parfois un petit peu, il peut y avoir quelques turbulences par moment, mais on reste quand même globalement sur des situations plutôt apaisées. Les situations stabilisées ont toutes perduré, donc 1 an après. Voilà, il n'y a pas eu de nouveaux accidents de parcours en termes d'accueil. Et les 2 personnes qui n'étaient pas en situation stabilisée sont maintenant en voie de stabilisation, et on voit aussi un net apaisement de la situation corrélé avec le fait qu'il y ait des issues qui soient en train d'être trouvées et qu'il y ait à nouveau des projections possibles de stabilisation. Donc, ce sont des situations qui ont nécessité la poursuite d'un accompagnement renforcé par l'équipe relais. Aujourd'hui, parmi les personnes qui ont été accompagnées pendant la recherche-action, beaucoup sont encore accompagnées par l'équipe relais avec des niveaux d'intervention plus ou moins, voilà, plus ou moins légers, on va dire. C'est variable, mais c'est vrai qu'il y a des personnes pour lesquelles on est là en soutien plutôt uniquement aux équipes, comme je donnais l'exemple tout à l'heure d'une structure qui nous a recontactés pour qu'on revienne prendre un temps d'échange, où voilà, hormis un temps d'échange tous les 2 ans, on n'est plus sollicité pour cette situation. Donc voilà. Je voulais vous présenter donc la situation de Timothée. Donc Timothée, il avait 18 ans au début de la recherche-action. Il était accueilli en IME à temps partiel suite à des comportements problèmes très violents au sein de l'IME. Donc, il y a eu une réduction du temps d'accueil, il y avait eu de la détérioration de matériel, de la mise en danger de soi et des autres. Il présente des situations de frustration quotidienne très mal vécues, une impasse relationnelle, il n'y a plus de communication possible, il est très souvent hospitalisé dans un service de psychiatrie, les pompiers interviennent régulièrement et il n'y a pas d'accueil, enfin pas d'orientation possible vers les structures au regard des troubles du comportement qu'il présente. Et donc rapidement, quand on commence à travailler sur son projet, il arrive à verbaliser que lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on le traite en adulte et qu'on lui parle comme un adulte, et d'accéder à une vie autonome, donc plus chez ses parents. Et donc, il souhaite intégrer un foyer d'accueil médicalisé en internat. Donc, c'est vrai que pendant la recherche-action, ce qui a été notable, c'est vraiment une mobilisation importante au niveau des institutions, au niveau de l'ARS, au niveau de la MDPH. Et donc, il y a un foyer d'accueil médicalisé qui a accepté de proposer, dans le cadre d'un plan d'accompagnement global, des accueils temporaires de façon séquentielle. Donc, c'était 4 ou 5 jours par mois, une fois par mois. Donc, ça a été le premier point fort dans cette situation, c'est le jour où il a reçu sa notification d'orientation, puisque, je le rappelle, il avait 18 ans et que pour lui, son souhait, c'était vraiment d'avoir une orientation adulte, de recevoir un message fort qui lui disait qu'on le traitait en adulte
Et cette notification, ça a vraiment été le point de départ qui nous a permis de commencer à travailler avec lui, puisque le jour où il a reçu sa notification, il s'est senti entendu. Et ça a vraiment permis d'ouvrir le dialogue sur tout ce qu'il allait falloir travailler aussi pour pouvoir vivre dans une structure de façon autonome comme adulte. Donc c'est vrai que ça a été, ça peut paraître anodin, mais c'est vrai que l'implication des instances vraiment était un levier dans cette situation. Et puis donc ensuite la structure qui a permis de travailler autour des accueils temporaires pour justement voir avec lui comment on vit dans un foyer d'accueil médicalisé, quelles sont les règles de vie, comment on se socialise aussi. Ça a été le début d'un grand travail et en l'occurrence les accueils temporaires donc qu'il appelait stages, très important puisque ce n'étaient pas des accueils temporaires mais des stages. Pour lui, c'était pas entendable que ce soit des accueils temporaires, mais par contre, c'était parfaitement entendable que ce soit des stages. Donc, c'était des stages et on a pu fixer des objectifs avec un fil rouge de l'accompagnement. Ça a vraiment ça a été le fruit de réflexions en équipe, c'est-à-dire que ces accueils temporaires 5 jours par mois, s'ils n'ont pas de sens et s'il n'y a pas de fil rouge entre les accueils, c'est vraiment déstabilisant pour tout le monde. Et du coup, l'équipe a pris les choses en main pour établir effectivement un fil rouge entre les accueils pour qu'il y ait une suite, pour qu'il y ait quelque chose, une continuité. Et cette continuité, on a vraiment vu que c'était à partir du moment où ça a pu être travaillé par les équipes, ça a été vraiment aussi quelque chose qui a favorisé l'apaisement. Donc ça n'a pas été facile tout de suite. C'est vrai qu'au départ, il y a eu des situations de crise, ça a été compliqué. Et puis, il y a eu un temps d'échange au cours duquel les professionnels ont mis en avant de toute façon, il arrivait, il était déjà extrêmement tendu, donc c'était pas possible. Il devait y avoir un autre souci avant qu'il arrive. Et puis finalement, ils se sont dit on va travailler l'accueil et puis on verra si ça change quelque chose ou pas. Donc certains professionnels ont pu dire que ils appréhendaient quand ils le voyaient arriver du fait des situations de crise auxquelles ils avaient assisté précédemment. Et les professionnels ont pu se mettre d'accord pour décider qui serait présent au moment de son accueil quand il arrive pour ces 5 jours d'accueil temporaire. Et donc, il y a un professionnel qui a dit, moi, je suis très content de le voir arriver, il n'y a pas de problème, etc. Et puis, donc, on a circonscrit les choses, le nombre de personnes présentes à son accueil, donc il y a vraiment un nombre réduit de personnes, que ce soit lui qui aille déposer ses médicaments à l'infirmerie et non pas le défiler dans sa chambre de multiples professionnels. Enfin, voilà, donc on a vraiment bordé les choses et puis... ils ont décidé de faire une affichette d'accueil sur sa porte avec l'aide des autres résidents et puis de lui faire un emploi du temps, donc une structure d'emploi du temps qui existe quand il arrive et puis qui complète avec lui une fois qu'il est arrivé. Et à partir du moment où ils ont mis en place tout ça, ça a été fait sur un accueil et immédiatement, les professionnels ont dit mais ça a été le jour et la nuit, il est arrivé avec le sourire et ils ont vraiment eu le sentiment qu'en fait, ils ressentaient des choses qui étaient finalement inhérentes à la structure, qu'ils ressentaient le stress de certains professionnels et qu'à partir du moment où son accueil a été vraiment travaillé, il ressentait aussi cet accueil, le fait qu'on était content de le voir, etc. Et du coup, il a pu arriver avec un grand sourire. D'ailleurs, il n'y a plus de situation de crise classique à partir de ce moment-là. Donc, ça a été vraiment au-delà de ce qu'on espérait. Et lui, il a pu aussi en dire quelque chose, puisqu'il a pu me dire, mais finalement, ça veut dire qu'ils ont travaillé pour moi pendant que j'étais pas là. Ça voudrait dire qu'ils ont pensé à moi pendant que j'étais pas là.
Et c'est vrai que ça a été vraiment des paroles très touchantes parce que finalement, c'était aussi la clé de cet accompagnement, au-delà du projet qui a pu se perpétuer, donc voilà, d'un accueil à l'autre et cette continuité. Il y avait vraiment cette idée de j'ai ma place quelque part et il y a un endroit où même quand j'y suis pas, on pense à moi. Et c'est vrai que suite à ça, la relation de confiance qui s'est établie entre le jeune et ce lieu d'accueil a été vraiment important et a permis de favoriser une stabilisation. Donc 2 ans après, donc c'est vrai qu'on est vraiment sur une idée d'avoir rétabli l'égalité des chances. Donc c'est lui qui aujourd'hui dit moi je suis en liste d'attente comme tout le monde. Et cette idée de comme tout le monde est très importante. C'est vraiment, voilà, aujourd'hui, j'ai les mêmes chances que n'importe qui de pouvoir être accueilli en structure. Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours perçu, que finalement, avant, il n'avait pas la même chance que les autres. Aujourd'hui, les retours qu'on a de tous les professionnels qui travaillent avec lui, c'est qu'il a accès à de nombreuses potentialités qu'on n'avait pas imaginées avant de faire tout ce travail-là. Et il a pu voilà, développer aussi des compétences nouvelles. Il a appris aussi à gérer ses émotions autrement. Il a fait un gros travail avec le psychomotricien, avec les éducateurs pour essayer de trouver des stratégies de réaction quand il se sentait pas bien, détecter les moments où ses émotions allaient déborder, etc. Et puis aujourd'hui, donc, il a pu nous faire part de son désir de pouvoir transmettre son expérience à d'autres jeunes et de pouvoir, par son témoignage, peut-être aider d'autres jeunes qui seraient comme lui était il y a 3 ans maintenant. Voilà. Et il a aussi le souhait de pouvoir faire des stages en ESAT parce qu'il se dit que finalement, maintenant qu'il va bien, peut-être qu'il pourrait travailler. Donc, on voit vraiment l'ouverture des perspectives. Donc, Romain, il avait 19 ans au début de la recherche-action. Il était accueilli en IME. Et donc, son souhait, c'était d'accéder à une vie ordinaire. Donc, quand je dis son souhait, c'est quelque chose qui a été travaillé. C'est le projet qui a été élaboré avec lui au début de la recherche-action. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'est vivre de façon autonome, travailler, se marier et avoir des enfants. Donc, le travail d'orientation qui était réalisé par l'IME il y a 3 ans maintenant l'obligeait à renoncer à une partie de ses projets puisque travaillait sur une orientation vers un foyer d'accueil médicalisé et que c'était vraiment contraire à ses souhaits à lui. Donc, Romain n'allait pas bien du tout. Il alternait entre tristesse et agressivité. Il y avait beaucoup de situations, problèmes quotidiennes au sein de l'IME. Donc pour Romain, on a pu travailler avec les professionnels de l'IME pour établir un contrat dans lequel l'IME s'engageait à l'emmener faire des temps d'immersion en ESAT et en contrepartie, il acceptait d'aller visiter des foyers d'accueil médicalisés. Donc à partir du moment où ce contrat s'est mis en place, il y a eu vraiment un apaisement immédiat de la situation. Les professionnels ont pu nous dire qu'ils le reconnaissaient pas, qu'il avait le sourire, qu'il était content. C'était pas tous les jours facile, loin de là, mais un changement absolument immédiat. Donc à la fin de la recherche-action, il a pu faire donc un certain nombre de stages en ESAT. Donc au-delà des temps d'immersion, il a pu faire des stages de plusieurs semaines. Il y a eu vraiment une coélaboration de son projet pas à pas et une ouverture des possibles grâce aux expériences puisque aujourd'hui, il est en capacité de dire que finalement, ce sera trop difficile pour lui de travailler en ESAT et que c'est trop fatigant pour lui. Et quand c'était les professionnels qui le disaient, ils ne pouvaient pas du tout l'entendre. Donc, on voit vraiment à quel point c'était important pour lui d'essayer, d'expérimenter et de se faire son propre avis sur la question. Aujourd'hui, c'est un jeune homme qui s'est inscrit à la salle de sport à côté de chez lui, qui s'implique vraiment dans son projet, dans son développement personnel et qui va beaucoup mieux. Donc, voilà, il cherche encore sa voie, mais en tout cas,
on voit vraiment à quel point le fait qu'il participe au projet a permis d'ouvrir des portes. Donc rapidement, je vais terminer donc sur Annabelle, 21 ans. Donc elle était accueillie en IME au début de la recherche-action. Le projet, c'était de pouvoir construire avec elle un projet de vie adulte, puisque son souhait, c'était de rester à l'IME et qu'il n'y avait pas de communication possible sur le sujet de l'orientation en structure pour adultes, avec des situations de blocage et d'opposition récurrentes, et donc un risque de rupture lié à une levée de l'amendement Creton à partir du moment où il y aurait une proposition de place en structure adulte, si elle continuait à refuser d'aller en structure adulte. Donc c'est vrai qu'avec avec Annabelle, il y a eu un élément remarquable qui a été vraiment un exercice de co-élaboration de la pensée, où on a pris un temps avec l'IME, avec Annabelle, pour poser les choses, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait par rapport à ce blocage, au fait qu'elle refusait de quitter l'IME. Et on l'a aidée à verbaliser un petit peu toutes les possibilités, tout ce qu'elle voyait, donc elle a pu énumérer les différentes possibilités. Et donc on a pris un papier, un stylo, on a fait des frises, on a noté tout ça, et puis c'est elle qui rayait au fur et à mesure ce qui lui paraissait pas possible. Et puis au bout d'un moment, donc après force de dessin, d'échelle en tout genre, euh, de reformulation aussi régulière de sa pensée, elle a pu cheminer euh, et nous demander, mais finalement, qui est-ce qui a décidé qu'on devait quitter l'IME? Et à partir du moment où on lui a dit, bah, c'est la loi qui fait qu'à 20 ans, on quitte l'IME pour partir dans une structure pour adultes. Et là, tout à coup, elle nous a regardé, elle nous a dit, ah bon, bah, si c'est le président de la République qui a décidé qu'à 20 ans, on quittait l'IME, bah, moi, je quitte l'IME. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une illustration qui peut paraître, voilà, enfin, en tout cas, face aux situations de blocage, on voit vraiment comment euh, la mise à distance d'un certain nombre notamment pour elle, du sentiment d'injustice aussi. Le fait que ce soit pour tout le monde pareil, c'est pas que pour elle, c'est pas parce que c'est elle qu'il faut quitter l'IME, mais c'est une loi qui est la même pour tous. Enfin, et derrière, avec un possible sentiment d'injustice, on a pu vraiment voir comment on avait pu réussir à trouver une issue à ce blocage-là. Alors, ça ne veut pas dire que ça a tout solutionné, hein, mais en tout cas, ça a pu rétablir le dialogue. Ça a pu rétablir le dialogue, elle a pu faire des demandes, demander voilà, pouvoir demander à ce qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient faites pour sa fête de départ, demander à pouvoir revenir à l'IME après pour son anniversaire. Donc elle a formulé un tas de demandes, d'avoir un album photo, etc. Et puis à la fin, elle me regarde et puis elle me dit, bah, finalement, du coup, je vais avoir un diplôme de fin d'IME. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment cette idée du rite de passage bah, c'est vrai, on me demande de quitter l'IME, mais finalement, qu'est-ce qui va m'aider à quitter l'IME? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et l'idée du diplôme était assez intéressante, puisque finalement, on a tous un diplôme quand on quitte le lycée, quand on quitte le collège, et finalement, bah, voilà, l'idée de pourquoi pas moi, quand je quitte l'IME, je devrais quand même avoir un diplôme. Donc c'est vrai voilà, il y a eu du facile et du moins facile dans cet accompagnement, et notamment voilà, cette difficulté de se voir imposer une temporalité qui n'était pas la sienne. Néanmoins, elle a pu quitter l'IME voilà, de son plein gré, en acceptant en tout cas de quitter l'IME. Et voilà, aujourd'hui, on continue cet accompagnement dans le cadre d'un projet à long terme qui probablement occasionnera une nouvelle transition. Mais du coup, voilà,
c'est quand même, en tout cas sur ce point-là sur lequel je tenais à témoigner, une situation de blocage qui a pu se résoudre de façon positive. Donc juste un petit point parce qu'il y a eu quand même un biais au niveau du travail, notamment sur la mise en valeur du travail fait avec les familles. C'est vrai qu'Anne Boucher donc a réalisé un travail vraiment considérable qui était donc la première chargée de recherche qui est malheureusement interrompue avant la fin suite à un arrêt. Et donc j'ai pris le relais. C'est vrai qu'il y a eu tout un travail de fait avec les familles, avec les personnes au début de la recherche-action, dont on n'a pas forcément pu valoriser l'intégralité du travail et qui a amené une perte probable de données et notamment son regard précieux sur les situations. Voilà, donc ça fait partie des choses des biais de ce travail en tout cas, et c'est important de le souligner. En tout cas, pour conclure, c'est vrai que cette recherche-action, elle a permis à la fois de formaliser un certain nombre d'éléments, de rendre visible aussi, et aussi au niveau des décideurs et des financeurs, les besoins et les spécificités, et puis aussi d'essayer de mettre en avant le besoin de pouvoir capitaliser les pratiques, de pouvoir avoir des modalités d'échange entre les professionnels, avec les familles. C'est vrai on parle de plus en plus, avec la mise en place de communautés de pratique qui peuvent voir le jour par endroit. C'est vrai que c'est une piste intéressante peut-être pour permettre cette communication. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment aussi de pouvoir mettre en lumière tous ces besoins de temps réflexif, d'espace d'échange et d'aménagement qui peuvent mener à l'apaisement et à la stabilisation des situations. Voilà, je vous remercie tous pour votre écoute, et s'il y a des questions, je sais qu'on a dépassé un petit peu l'heure, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, je reste disponible. Je vous donnerai le mot de la fin pour les questions, mais je voulais remercier Sophie pour la qualité de cette restitution qui sera disponible en replay sur le site de l'équipe Relais Handicap Rare. Laissez-nous quelques jours pour le mettre en place. Je vous remercie tous de votre participation et échange à ce webinaire, échange de grande qualité. Je remercie aussi les personnes, familles, aidants, professionnels et bénévoles qui nous ont soutenus et permis de conduire cette recherche-action. Cette recherche, comme vous avez pu le dire au travers des échanges, se veut être simplement un début pour impulser un modèle à ajuster à chaque situation, à chaque environnement, à chaque contexte, mais aussi modèle transposable à d'autres situations de handicap. On peut constater aussi au travers de cette recherche qu'en donnant la parole et en écoutant la personne, elle-même nous apporte une aide pour construire des solutions. Et puis, ce qu'on dit toujours à l'équipe Relais, c'est qu'on ne peut jamais faire seul, surtout jamais sans la personne et l'environnement. Et il est important de respecter la temporalité de chacun, d'en échanger et d'ouvrir des possibles. Merci à tous et on vous laisse quelques minutes pour des questions auprès de Sophie.